Ces dernières années, j'ai connu une évolution personnelle considérable. À l'époque de la fac, les termes timide et introverti ne suffisaient même pas à décrire mon degré de maladresse sociale. J'étais et je suis toujours un air. Ce fait n'a pas changé. Mais aujourd'hui, je suis un air sûr de lui. Je suis Thomas Peabody, chimiste chez IS Amalgamated. Récemment, j'ai fait 2 découvertes fascinantes. La première est une substance que j'ai nommée XA238, ou composé adhésif expérimental numéro 238. Et elle est vraiment remarquable. Je suis tombé dessus tout à fait par hasard et je l'ai gardée secrète jusqu'à présent. Ce qui distingue le 238, c'est sa réaction avec la peau. Le composé reste inerte et pratiquement inutile tant qu'il n'entre pas en contact avec la chair humaine. Mes recherches ont révélé que le XA238 est exceptionnellement durable. Aucun des solvants classiques ne peut affaiblir sa force adhésive. Une autre caractéristique intrigante du 238, que j'ai découverte accidentellement en pressant mon pouce contre mon lobe d'oreille, est que la seule façon de dissoudre l'adhésif séché est de combiner le XA238 avec du café. C'est une information utile pour quelqu'un d'aussi maladroit que moi, même si je préfère ne pas m'étendre sur la façon dont je l'ai découverte. L'autre révélation que j'ai faite, bien que moins significative mais beaucoup plus pertinente pour ce récit, est que ma femme est infidèle. Je l'ai appris tout à fait par hasard également. Après mûre réflexion, je ne peux pas dire que j'ai été excessivement surpris. Et je n'en suis pas particulièrement affecté. J'en suis venu à réaliser que son infidélité m'a apporté quelque chose que je recherchais depuis longtemps, la confiance en moi. Je l'ai atteinte maintenant, et compte tenu de l'état de notre relation, je ne vois aucune raison de poursuivre mon mariage avec Dana. Avez-vous l'impression que je l'ai exploité pendant notre mariage? Je comprends pourquoi vous pourriez le penser, étant donné le peu que vous savez probablement de nous en tant que couple. Mais ne vous y trompez pas. La vie est un échange. Dana m'utilisait depuis le début, et je n'ai jamais essayé de me voiler la face à ce sujet. Elle peut être dure et manipulatrice quand elle le veut, et c'était la plupart du temps. Lorsque nous nous sommes rencontrés, c'est elle qui est venue vers moi. C'était pendant notre dernière année à la fac. À l'époque, je n'aurais jamais osé engager la conversation avec une femme. J'étais le nerf par excellence du campus et je n'avais même jamais eu de rendez-vous. Je ressemble toujours à la version de moi-même de cette époque. Taille moyenne, silhouette mince, cheveux indisciplinés et lunettes. Rien qui attire l'attention, sauf peut-être de ceux qui ont tendance à intimider. Mais Dana a vu quelque chose en moi. Elle prétendait que c'était mon potentiel. Moi, étant un peu naïf, très naïf, en réalité je ne réalisais pas à l'époque que le potentiel est souvent lié à une valeur monétaire. L'argent n'était pas une motivation importante dans ma vie à cette époque. Avoir une petite amie avec une belle silhouette et une poitrine impressionnante était quelque chose de complètement nouveau et d'incroyablement merveilleux pour moi. Même si je n'y avais pas pleinement accès au début, le simple fait de savoir que ces attributs féminins étaient cachés sous ses vêtements était, au début, presque bouleversant pour moi. Au fil du temps, après que je lui ai acheté une bague de fiançailles, Dana a commencé à partager son charme féminin avec moi. Cela a demandé beaucoup d'efforts et de patience de sa part près d'1 an. Mais j'ai fini par apprendre à me maîtriser suffisamment pour la satisfaire pleinement, grâce à ses soins et à sa compréhension. Et ma remarquable capacité à récupérer rapidement nous a permis de profiter d'une vie sexuelle saine. À l'époque, je n'avais aucune idée de ce que je faisais mentalement. Surstimulé par le simple concept d'intimité physique avec une vraie femme. Je souffrais de ce qu'on pourrait décrire au mieux comme un syndrome d'éjaculation précoce, une condition qui a fini par se résoudre grâce à d'innombrables heures de pratique assidue et de pensée positive. Pendant les premières années, notre mariage a semblé merveilleux. Jusqu'à ce que Dana commence à me pousser à travailler plus dur. Elle prétendait que mon salaire ne reflétait pas mes véritables capacités et insistait sur le fait que si je faisais plus d'heures, mes supérieurs finiraient par, selon ses termes, se rendre compte de la situation. Moi, cependant, j'étais tout à fait satisfait de la situation. Je chérissais les moments que je partageais avec ma femme magnifique, trouvant fréquemment du réconfort dans son étreinte accueillante. Cependant, comme d'habitude, Dana a fini par obtenir ce qu'elle voulait. Progressivement, je me suis retrouvé à moins compter sur mes petites économies. Et apparemment sans prévenir, j'ai été promu au poste de chimiste principal au sein du département de recherche. Cette promotion m'a plongé dans un environnement extrêmement stressant pendant un certain temps. La vérité, c'est que je n'avais jamais géré une équipe auparavant. Oui, gérer des équipes de personnes, pas vraiment.
Ce nouveau rôle de supervision a créé un bouleversement important dans mon emploi du temps déjà bien rempli. Comme on dit, j'étais submergé. Travailler entre 80 et 100 heures par semaine juste pour garder la tête hors de l'eau est devenu la norme. Étrangement, Dana semblait satisfaite de mon emploi du temps de travail modifié. Pourtant, j'aspirais profondément au moment d'intimité que je partageais autrefois avec elle. Oh, mon Dieu, comme elle me manquait. Alors que je me rapprochais inexorablement d'un potentiel infarctus, Dana semblait délicieusement satisfaite des revenus supplémentaires que mes heures exténuantes me rapportaient. Elle paraissait désormais plus heureuse que je ne l'avais jamais vue. Et cela me déconcertait. Je sombrais peu à peu dans un état mélancolique en raison de notre manque d'intimité. Mais elle ne semblait pas le moins du monde inquiète. Je continuais de supposer que Dana devait ressentir l'absence de rapprochement, étant donné qu'elle avait toujours été incroyablement affectueuse. Apparemment, ma théorie était dénuée de tout fondement, du moins c'est ce que je pensais à ce moment-là. Un matin, alors que je me préparais pour une réunion cruciale et que je cherchais un étui à poudre propre pour me refaire une beauté, je suis tombé par hasard sur le tiroir de la table de chevet de Dana. Tout à fait par hasard, je suis tombé sur un récipient rempli d'une substance épaisse et gluante. La substance, qui, à première vue, ressemblait étonnamment à du XA238, semblait présenter des caractéristiques totalement opposées. Astrolube, comme l'indiquait l'étiquette, était un lubrifiant. Un examen plus approfondi a confirmé qu'il s'agissait d'un lubrifiant intime. J'étais stupéfait car j'étais certain que Dana n'avait pas de charnière qui grince. Comme je l'ai mentionné précédemment, je suis naïf, mais pas stupide. Le nom du produit à lui seul a immédiatement éveillé mes soupçons. J'ai appelé ma femme. Dana est entrée et m'a découvert assis là avec le flacon à la main. La regardant avec doute, j'ai demandé, « Pourrais-tu m'expliquer à quoi ça sert ?» Elle a hésité un bref instant. « Je l'utilise pour hydrater mon visage pendant que je dors », a-t-elle murmuré. Comme on pouvait s'y attendre, mes yeux ont failli se rétracter à l'arrière de mon crâne sous l'effet de l'incrédulité. Pour qui me prenait-elle? Apparemment, pour quelqu'un de très naïf. Son sourire suggérait qu'elle pensait que son explication avait entièrement apaisé ma curiosité. Ce n'était absolument pas le cas, et elle allait bientôt payer pour cette supposition. Plus tard, isolé dans mon bureau, j'ai passé un certain temps à réfléchir aux événements susmentionnés. En fait, j'ai réévalué toute notre relation depuis le début de mon histoire avec Dana. C'était quelque chose que je n'avais pas fait depuis que je l'avais demandé en mariage à l'université. J'avais l'habitude de craindre que si je donnais à Dana la moindre raison de se demander pourquoi elle était avec un geek comme moi, elle ne mette fin à notre relation. Et avec cela, toute chance d'intimité s'évanouirait. J'ai pris le risque de croire que l'ignorance était véritablement un bonheur. Le seul problème, c'est que je savais. Je savais qu'elle avait eu une relation intime avec l'un des brutes musclés de l'équipe de l'université, et cela me faisait mal. Mon Dieu, ça faisait terriblement mal. J'ai enfoui ces sentiments et j'ai procédé au mariage, en priant pour ne plus jamais être confronté à ces émotions d'envie. Maintenant, en regardant par les fenêtres de mon bureau, je sentais ces mêmes émotions refaire surface. Mais cette fois, j'ai réalisé que je ne pouvais pas, ou plutôt que je ne voulais pas, rester inconscient des actions de Dana. Dans des situations comme celle-ci, la troisième loi de Newton me venait à l'esprit, elle stipule que pour toute action, il existe une réaction égale et opposée. Pourtant, j'ai jugé prudent de d'abord m'assurer que Dana avait réellement une liaison. Trouver un tube d'astrolube ne signifie pas automatiquement une infidélité, mais si elle voyait effectivement quelqu'un d'autre, alors elle méritait d'en subir les conséquences. Mon comportement étrange n'est pas passé inaperçu. Pénélope Hathaway, une chimiste de mon département, m'observait depuis l'embrasure de la porte. « Est-ce que tout va bien, Thomas ?» a-t-elle demandé. J'étais plongé dans mes pensées. « Oui, non. Peut-être, ai-je balbutié. Souhaitez-vous en parler ? Parfois, partager aide, a-t-elle suggéré. Elle avait raison. Il me serait bénéfique d'entendre un autre point de vue sur les pensées troublantes que j'entretenais au sujet de ma femme infidèle. Merci, Pénélope. Si vous êtes disposé à écouter, cela pourrait m'aider à surmonter un problème personnel, mais pas ici, ai-je répondu. Voulez-vous déjeuner avec moi, a-t-elle proposé. Elle a accepté, et je l'ai emmenée dans un petit bistrot isolé, un endroit tranquille que je fréquentais souvent. Là, j'ai exprimé ce qui me tracassait. Pénélope, connaissez-vous un produit appelé Astrolube? Son visage est devenu rouge betterave. Je n'ai aucune expérience directe avec la substance dont vous parlez,
a-t-elle répondu. Pourquoi me demandez-vous cela? Eh bien, Pénélope, s'il vous plaît, je ne voulais pas vous embarrasser ou tirer des conclusions hâtives, ai-je précisé. Je vous pose cette question parce que j'ai récemment découvert que ma femme possède une quantité importante de ce produit spécifique. Elle a tenté, plutôt maladroitement, de me persuader qu'elle utilise l'astrolube comme hydratant pour le visage, ai-je expliqué. Pénélope a marqué une pause avant de répondre. Cela semble hautement improbable, Thomas, à moins qu'elle n'ait l'intention d'insérer son visage dans la cavité rectale de quelqu'un. Eh bien, je n'avais pas envisagé la question sous cet angle, ai-je admis. Mais puisque cette cavité rectale n'est manifestement pas la mienne, je suis toujours confronté au même dilemme. Se livre-t-elle à des activités qui enfreignent nos vœux matrimoniaux, ai-je demandé directement. Pénélope a doucement posé sa main sur la mienne. Je crois que c'est précisément ce qui se passe, Thomas. Alors, quels sont vos plans pour résoudre ce problème, a-t-elle demandé. Je suppose que c'était là mon dilemme. Je crains qu'il n'existe aucun remède pour les dommages qu'elle a infligés à ma vie. Et, bien que je ne sois pas naturellement vengeur, je n'ai certainement pas l'intention de la laisser s'échapper sans quelques répercussions. J'ai soupiré. En tant que scientifique, il est de ma responsabilité de valider ou d'invalider l'hypothèse. Après avoir terminé notre repas, Pénélope m'a demandé de la déposer à une pharmacie à proximité. Avant de sortir de la voiture, elle m'a remercié pour le déjeuner et a mentionné qu'elle avait quelques idées. Des idées qui pourraient bien dévoiler la vraie nature de Dana une fois pour toutes. Je suis retourné à mon bureau avec un regain d'espoir que cette trahison dévastatrice pourrait être éphémère. Déjeuner avec une femme attirante avait été d'une stimulation inattendue, et je me suis surpris à penser de plus en plus à Pénélope et de moins en moins à Dana. Il était un peu après 6 heures du soir, et je terminais mes tâches quotidiennes lorsque Pénélope réapparut dans l'embrasure de la porte. « Est-ce qu'on peut parler en privé, Thomas ?» a-t-elle demandé. Bien sûr, ai-je réussi à dire, luttant pour me lever et démêler mes jambes de sous le bureau pour l'accueillir. « Entrez, je vous en prie. » Alors qu'elle s'approchait, elle a tendu la main, me montrant une petite bouteille en plastique semblable à celle que j'avais découverte dans la table de chevet de Dana. « Cela devrait vous aider à obtenir les preuves dont vous avez besoin, Thomas, a-t-elle expliqué. Apparemment, la perplexité sur mon visage était évidente, alors Pénélope a précisé, j'ai ajouté une petite quantité d'extrait de capsaïcine à la formule. Si vos soupçons sont exacts, cela enflammera une sensation ardente dans ses fesses, a-t-elle conclu avec un sourire narquois réservé aux esprits scientifiques. La capsaïcine est le composé responsable de la sensation de brûlure dans les piments forts. Imaginez l'intense chaleur d'un piment habanero. En entendant les paroles de Pénélope, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire largement devant cette ironie du sort. Quelques minutes plus tôt, j'appréhendais l'idée de rentrer chez moi auprès de ma femme prétendument infidèle. Maintenant, j'attendais avec impatience d'y arriver pour échanger l'astrolube avec la version améliorée de Pénélope. J'en avais assez de la façon dont Dana me traitait comme si j'étais idiot. Elle avait besoin d'un brutal retour à la réalité, et j'étais tout à fait prêt à le lui offrir. En arrivant chez moi, j'ai changé de vêtements et je me suis concentré avec diligence pour paraître aussi normal que possible. Dana ne devait rien soupçonner. L'embrasser était extrêmement difficile. En lui tapotant les fesses, je ne pouvais m'empêcher d'imaginer le châtiment ardent qui attendait ce petit derrière innocent si mes pressentiments étaient exacts. Contenir mon rire s'est avéré presque impossible. Pour une raison quelconque, Dana semblait inhabituellement énergique dans la chambre. Je me suis demandé si elle avait déjà satisfait quelqu'un d'autre, métaphoriquement parlant. Il importait peu que ma masculinité refoulée n'ait pas de boussole morale. Pourquoi devrais-je continuer à tolérer ses caprices? Tommy, chéri, s'il te plaît, fais l'amour avec moi. Ça fait si longtemps. Tu as été tellement occupé récemment, mais ce soir j'ai envie de ton attention. S'il te plaît, bébé, s'il te plaît, a-t-elle supplié avec ferveur. Ces mots ont attisé mon irritation. Après tout, c'est elle qui m'avait contraint à travailler sans relâche. Ce n'était pas de ma faute si j'avais si peu de temps à consacrer aux désirs fluctuants de Dana. Non, elle n'avait qu'elle-même à blâmer pour ce qu'elle allait affronter à cause de son égoïsme. J'étais maintenant presque certain qu'elle satisfaisait déjà ses propres besoins tout en me laissant insatisfait. Il n'y aurait pas de romance tendre pour elle ce soir. Oh non. Mes pensées étaient aussi indisciplinées que mon apparence extérieure, et toute semblance de tendresse avait disparu depuis longtemps. J'étais enragé, j'en avais fini d'être manipulé. Dana a tendu les bras pour m'embrasser,
anticipant la routine habituelle. Cependant, au lieu de lui fournir ce qu'elle attendait, j'ai décidé que les choses se dérouleraient selon mes termes. Ce qui s'est passé pouvait à peine être qualifié de faire l'amour. Cela ressemblait davantage à une éruption de frustration débridée. Jusqu'à présent, je n'avais conceptualisé une telle intensité que dans les recoins obscurs de mon esprit. Bien que je n'ai jamais agi sur de telles pulsions auparavant, je nourrissais des soupçons grandissants que Dana était plus habituée à ce genre de passion qu'elle ne l'avait jamais admis. Surtout compte tenu de la différence significative de nos expériences. En un seul mouvement rapide, j'ai déchiré sa robe. Sa stupeur a été instantanée. « Tommy, qu'est-ce que tu fous » s'est-elle exclamée. « Ne parle pas » ai-je ordonné froidement. Je l'ai guidée avec assurance, prenant le contrôle de la situation. Elle a d'abord résisté, mais je l'ai maintenue fermement. Elle a tenté de protester, mais j'ai insisté avec une détermination qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Tu me fais mal » a-t-elle gémi. Je n'ai offert aucune réponse. Mon silence en disait plus que tous les mots possibles. Progressivement, sa résistance s'est estompée, que ce soit par compréhension, par lassitude, ou par un autre facteur entièrement. Je ne pouvais pas en être certain. Mais je ne me sentais plus comme l'individu soumis et prévisible qu'elle avait autrefois connu. À chaque instant qui passait, cela devenait de plus en plus évident. J'en avais assez d'être celui qui marchait sur des œufs, qui se pliait aux règles, qui mendiait l'attention. Cette nuit-là, elle allait découvrir toute l'étendue de ce que je lui avais retenu. Quand ce fut fini, Dana resta allongée, silencieuse, bouleversée, à bout de souffle, vidée. Elle se tourna sur le côté, supposant que c'était terminé. « Oh mon Dieu, Tommy, c'était intense » murmura-t-elle. Je ne l'ai pas laissé venir. J'ai interrompu ses mots, en posant légèrement un doigt sur ses lèvres. « Ne parle pas » ai-je répété. Ce n'est pas encore fini. Son regard s'élargit légèrement, mais elle cessa de résister. Plus maintenant. À la fin, elle resta immobile, stupéfaite et muette. Je me suis levé, je l'ai regardée de haut, et j'ai simplement pensé, voilà le regard de quelqu'un qui comprend enfin. Le lendemain matin, Dana m'a étonné en préparant le petit déjeuner. Pour certains, cela pourrait sembler un geste insignifiant, mais pour moi, c'était sans précédent. Elle était sincèrement ravie de moi. Le mot dévotion serait peut-être plus juste pour décrire son attitude. Et j'ai mangé mon repas avec une fourchette, bien que mes yeux soient restés vigilants, nourrissant toujours du scepticisme envers ma soi-disant épouse aimante. « Tommy, tu étais incroyable hier soir » a-t-elle roucoulé. « Si tu as la possibilité de quitter le travail plus tôt aujourd'hui, j'aimerais te préparer un repas spécial. Et peut-être pourrions-nous reprendre là où nous nous sommes arrêtés hier soir. » On verra, ai-je répondu. Parfois, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur l'énigme du fonctionnement interne de l'esprit d'une femme. J'étais incapable de me concentrer sur mes tâches, mon esprit étant instinctivement consumé par le mystère pressant de la raison pour laquelle l'attitude de ma femme avait changé si brusquement. Scientifique de nature, ma première inclination a été d'aller directement à la source primaire dans l'espoir de comprendre le fonctionnement de l'esprit d'une femme. « Pénélope, puis-je vous parler un instant » ai-je demandé. « Bien sûr, Thomas » a-t-elle répondu promptement. Après quelques instants de malaise, j'ai raconté les événements de la veille à Pénélope. Ses joues ont pris une teinte cramoisie intéressante, mais elle a écouté attentivement pendant que je développais, même sur les passages les plus crus. J'aimerais connaître votre avis, Pénélope, en tant que femme. Avez-vous la moindre idée de ce qui a pu provoquer ce changement soudain d'attitude de ma femme envers moi, ai-je interrogé. Vous deux, d'habitude vous ne. A-t-elle bafouillé. Faites pas l'amour, ai-je interrompu. Eh bien, ce n'était pas précisément le terme que je cherchais, mais il suffit, a-t-elle remarqué, son rougissement s'intensifiant. Généralement, non. C'était impulsif hier soir. D'ordinaire, notre relation penche davantage du côté conventionnel, ai-je expliqué. Il me semble qu'il y a une conclusion évidente basée sur ce que vous venez de partager. Pourriez-vous développer un peu, ai-je sondé. Certainement, Thomas. Hier soir, vous avez réussi à débloquer quelque chose chez votre femme. Certaines femmes, pas toutes, attention, éprouvent du plaisir quand un homme prend les rênes. C'est une réaction profondément instinctive, a-t-elle continué. Sceptique quant à cette hypothèse, j'ai demandé, faites-vous partie de ces femmes? Ça, Thomas, c'est plutôt personnel. Je ne m'attendais pas à ce genre de réponse de votre part, Pénélope, ai-je répondu,
prise au dépourvu mais non offensée. Je pensais que c'était une question légitime étant donné mon ouverture avec elle. Cependant, ne voulant pas la mettre mal à l'aise, j'ai rapidement orienté la conversation ailleurs. « Avez-vous déjà goûté au sushi ?» ai-je demandé. « C'est un sacré saut, Thomas. » Pourquoi cette question, s'est-elle interrogée. Honnêtement, sans raison particulière, ai-je avoué après avoir remercié Madame Hathaway pour son écoute attentive, me laissant seul avec mon tourment. Aurais-je négligé un élément crucial en cours de route? Se pourrait-il que Dana ait longtemps nourri un désir caché pour l'acte primal, comme ma singulière rêverie d'homme des cavernes, pour ainsi dire? Plus j'y réfléchissais, plus cela semblait plausible. À tout le moins, cela expliquait pourquoi Dana était fascinée par les gorilles musclés à l'université. Bizarrement, au moment où Harold Dinwiddie et moi nous sommes croisés dans le couloir, le sujet des hommes des cavernes est revenu sur le tapis. C'était tout un exploit, étant donné que la largeur du couloir était inférieure à 2 mètres et que l'ego gonflé d'Harold occupait au moins 1,5 mètre de cet espace alors que nous passions. Harold a affiché son sourire suffisant habituel, et comme toujours, j'ai poussé un soupir silencieux. Si je ne savais pas déjà qu'il était le neveu du président, j'aurais de sérieux doutes sur les personnes avec lesquelles il aurait pu comploter pour obtenir ce poste. Cet homme avait du mal à lasser ses propres chaussures, et encore moins à être vice-président adjoint chez Amalgamatet. Laissant de côté le soi-disant esprit de M. Dinwiddie pour le moment, je me suis recentré sur ma propre énigme. Mon mariage valait-il la peine d'être préservé? Quelle connaissance concrète avais-je sur la prétendue infidélité de ma femme? Presque rien, j'ai admis. Je manquais de preuves substantielles, hormis ce flacon de lubrifiant. Il pourrait très bien y avoir une explication logique à la possession de cet objet par Dana. Pourtant, si c'était le cas, je craignais de voir des cochons se faire pousser des ailes et prendre leur envol avant longtemps. Si la théorie de Pénélope s'avérait valable, Dana pourrait simplement avoir des penchants non conventionnels auxquels je pourrais m'adapter. Ce que je ne pourrais jamais supporter, en revanche, c'était la tromperie et la trahison. Je n'étais pas non plus disposé à partager ma femme avec un autre individu. Je l'avais déjà fait une fois par le passé. J'avais passé l'éponge sur son infidélité à l'époque, mais nous n'étions pas mariés. Il y avait une distinction fondamentale maintenant, ou du moins, c'était mon point de vue. Mon attention étant entièrement portée sur Dana, mes responsabilités professionnelles ont commencé à se détériorer. Les lettres et les documents s'accumulaient sur mon bureau, mais j'avais du mal à me concentrer sur quoi que ce soit. Cette pile de travail n'allait pas se résoudre d'elle-même avant l'aube, alors j'ai pris la décision de rentrer chez moi. Dana semblait exceptionnellement joyeuse et avait même pris la peine de préparer un repas spécial juste pour moi. Chaque plat qu'elle préparait avait toujours un caractère exceptionnel, pas nécessairement à cause du goût de la nourriture, mais parce que le fait qu'elle cuisine était rare et donc remarquable. Le repas était exquis, et je n'ai pas pu m'empêcher de me demander, est-ce vraiment ma femme ou une version domestiquée d'elle? Nos moments intimes cette nuit-là ont ressemblé à ceux de la nuit précédente, mais cette fois, ils ont duré beaucoup plus longtemps. Je ne pouvais m'empêcher de penser que si j'avais été plus énergique avec Dana dans notre vie privée plus tôt, j'aurais peut-être profité de la vie d'un homme livresque transformé en roi. D'ordinaire, lorsqu'un homme soupçonne son épouse d'infidélité, l'intimité a tendance à décliner. Ce n'était pas mon cas. Ma vie personnelle était florissante à plein régime, presque au point d'épuisement. Je n'étais pas sûr de combien de temps cette phase allait durer, mais j'étais déterminé à la vivre jusqu'au bout. Et si, par un coup de chance, Dana et moi continuions sur cette voie sans autre trahison ou tromperie, ma vie pourrait même s'améliorer au-delà de mes rêves les plus fous. Au bureau, j'ai réussi à garder la tête hors de l'eau. Pénélope et moi avons continué nos conversations du midi. J'appréciais à la fois ses conseils et sa volonté d'être un système de soutien pour moi. Je ne parvenais toujours pas à apaiser le vide que je portais en moi, et Pénélope compatissait à ma situation. Comme moi, elle trouvait déroutant que l'amour et l'infidélité puissent coexister au sein de la même personne. Au fil de la semaine, je me suis heurté à un mur pour découvrir toute preuve des prétendues affaires de Dana. Il n'y avait même pas le moindre indice suggérant qu'elle était autre chose que ma femme dévouée. J'ai commencé à me demander si je n'étais pas allé trop loin, remettant en question sa fidélité sans raison valable. Je ne parvenais tout simplement pas à découvrir la moindre preuve de sa déloyauté. À la fin de la semaine, j'étais plus que jamais plongé dans la confusion. Lundi a commencé avec une lueur d'optimisme, suggérant que Dana avait peut-être réformé son comportement et que nous pourrions potentiellement surmonter les défis de notre mariage. Cela ne voulait pas dire que je ne m'en tenais pas toujours au conseil intemporel, fais confiance, mais vérifie. Vers 14h15 de l'après-midi,
mon téléphone a vibré. La voix à l'autre bout du fil s'est identifiée comme étant l'infirmière Everly de l'hôpital Merci. Elle m'a informé que Dana se trouvait actuellement dans leur service des urgences et m'a demandé si je pouvais fournir mes informations d'assurance. Inquiet, j'ai demandé si ma femme avait subi une blessure. L'infirmière Everly a précisé que la politique de l'hôpital interdisait de partager des informations sur les patients par téléphone. Je devais me rendre sur place pour en savoir plus, alors je suis parti immédiatement, me dirigeant prudemment mais rapidement vers l'hôpital qu'elle avait mentionné. Après avoir confirmé mon identité, j'ai été guidé dans un long couloir jusqu'à la chambre où se trouvait Dana. Dès que je l'ai aperçue, j'ai compris l'essence du problème. Étant donné sa posture à genoux, penché en avant avec son arrière-train relevé, il était clair pour moi que, malgré mon scepticisme, sa situation n'était probablement pas liée à des problèmes hémorroïdaires soudains, bien que c'est probablement ce qu'elle ressentait. Une fois la première vague de colère retombée, je me suis approché d'elle et me suis assis pour que nous puissions engager une conversation en face à face. En larmes, elle a murmuré, « Tommy. Oh mon Dieu, ça fait mal », a-t-elle gémi. Je suis certain que oui. Ne t'ont-ils pas administré d'analgésiques, ai-je demandé, en gardant un ton égal. Ils l'ont fait, mais ce n'est pas le type de douleur dont je parle. Ça fait mal ici, à l'intérieur, a dit Dana, en touchant sa poitrine. Je suis tellement désolé, Tommy. Je n'aurais jamais imaginé que tu découvriras la vérité. Elle a continué à pleurer. J'ai tout compris dès que la sensation de brûlure a commencé. D'une manière ou d'une autre, tu as découvert, et c'est ainsi que tu as riposté. Tommy, s'il te plaît, soulage ma souffrance. Ce n'est pas en mon pouvoir. Dana, il n'y a pas de remède à l'angoisse émotionnelle que tu ressens. Je subis le même tourment depuis un certain temps maintenant, et seul le temps peut guérir de telles blessures. N'y a-t-il aucun moyen de surmonter ça? S'il te plaît, Tommy, je t'implore de me pardonner. Je t'adore, Tommy. Ne laisse pas ma fragilité détruire notre lien, a-t-elle sangloté. C'est déjà fait, Dana. La première fois, j'ai choisi de fermer les yeux, avant même notre mariage. Et maintenant, après que tu m'aies causé de la douleur une fois de plus, je n'ai plus le choix. Cette fois-ci, je ne peux tout simplement pas l'ignorer. Dana, tu dois comprendre maintenant, ça blesse trop profondément. J'ai expiré un lourd soupir. Mais Tommy, je peux changer. S'il te plaît, mon amour, donne-moi l'occasion de te le prouver, implora T.L. Tu as changé, et je ne supporte pas l'homme que tu es devenu. Non, Dana, il vaut mieux qu'on se sépare. Après tout ce qu'on a traversé, je n'arrive plus à me concentrer sur mon travail. Toute ma vie avec toi a été une tempête incessante de chaos et une angoisse perpétuelle de savoir quand ton effondrement allait se produire. Ce moment est arrivé. S'il te plaît, laisse-moi partir. M'abandonnerais-tu si j'étais malade? Eh bien, Tommy, je suis malade. Le désir sexuel est devenu une compulsion. Ne m'abandonne pas. Je sais que tu m'aimes. Tommy, s'il te plaît. Elle hurla. Elle tendit la main vers moi, mais je retirai la mienne. Je t'aime, Dana. Je t'aime assez pour nous libérer tous les deux. S'il te plaît, ne complique pas les choses davantage. Demain, je prends rendez-vous avec un avocat. J'ai décidé que tu pouvais garder la maison. Elle renferme trop de souvenirs pour moi, déclarai-je sans émotion en partant. Dana continuait de sangloter. Je ne pouvais tout simplement pas supporter de lui infliger plus de souffrance. Elle en endurait déjà bien assez. J'ai compris que toute vengeance de ma part serait futile, car elle se punissait elle-même intérieurement. Les bons moments que nous avions partagés avaient encore de l'importance pour moi, et à ce moment-là, chercher les pourquoi et les qui me semblaient futiles. Avant de quitter l'établissement médical, j'ai choisi d'informer le médecin au sujet de la capsaïcine. Juste en cas de complications. J'ai jeté un coup d'œil dans quelques salles d'examen. Il était dans la 3e, s'occupant d'un homme allongé sur une civière. Soudain, j'ai compris que je n'avais plus besoin de parler au médecin à la maison. J'ai entassé toutes mes affaires dans 2 valises. J'ai toujours été quelqu'un qui accorde peu d'importance aux biens matériels, et après avoir fait mes bagages, j'avais même de la place en plus. J'ai posé les clés sur le comptoir de la cuisine, à côté de mon alliance désormais inutile, et je suis parti à la recherche d'un logement temporaire. J'ai passé une nuit agitée dans un motel. J'ai reconnu que j'avais fait ce qui était essentiel. Mais cette réalisation n'apportait aucun réconfort.
Mon cœur était lourd, accablé. Après tout, rompre l'amour n'est pas quelque chose que l'on accomplit instantanément. La voiture d'Harold Dinwiddie était la seule sur le parking lorsque je suis arrivé au travail tôt le lendemain matin. J'avais l'intention de régler plusieurs problèmes en suspens avant mon rendez-vous avec mon avocat plus tard dans la journée, mais ces plans ont légèrement changé en raison de l'arrivée matinale fortuite de M. Dinwiddie. J'ai récupéré quelques éléments de mon laboratoire qui pourraient s'avérer utiles, puis je me suis dirigé directement vers le bureau du vice-président. Sans tenir compte du protocole, je suis entré sans frapper. Il est difficile d'exprimer qui était le plus surpris, lui ou moi. Harold était assis sur sa chaise, son pantalon baissé autour de ses mollets, examinant son entrejambe plutôt douloureux et enflammé. « Dégagez la pièce, Peabody !» hurla-t-il. Ignorant son ordre, j'ai rapidement posé le récipient que j'avais apporté sur son bureau et j'ai récupéré un maillet en caoutchouc. Avant que l'idiot que j'avais vu aux urgences la veille ne puisse prononcer un autre mot, j'ai asséné un coup de maillet sur son front. Instantanément, le vice-président bruyant s'est effondré silencieusement dans son fauteuil en cuir, complètement inconscient. La vengeance contre Dana avait été mise de côté principalement en raison des aspects positifs de nos années partagées, mais mon patron ne méritait pas une telle clémence. Harold m'avait traité avec mépris depuis son arrivée chez Amalgamated, et compte tenu de son rôle dans l'effondrement de ma vie autrefois joyeuse, M. Dinwiddie allait payer le prix pour les deux scénarios. Ma réticence à le frapper à nouveau m'a contraint à agir rapidement. Son pantalon étant déjà baissé, retirer le reste de ses vêtements a été étonnamment facile. Une fois qu'il a été complètement déshabillé, j'ai plié ses genoux et j'ai fixé ses chevilles aux accoudoirs de sa chaise avec du ruban adhésif. Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner en imaginant Melton, le président de l'entreprise, entrant dans le hall principal et rencontrant Harold dans cet état. Après avoir fixé ses poignets à ses chevilles, j'ai reculé et je n'ai pas pu m'empêcher de rire une fois de plus. C'était déjà très gratifiant, mais je n'ai pas pu résister à l'idée de ce qui pourrait amplifier cette satisfaction pour moi tout en compliquant davantage les choses pour Harold. J'ai accédé à Internet via son ordinateur et j'ai commencé à télécharger et à téléverser autant d'images d'hommes nus que j'ai pu trouver. J'ai appuyé sur le bouton d'impression, et son imprimante laser couleur a immédiatement commencé à les produire à raison de 30 pages par minute. Alors que les images sortaient régulièrement de l'imprimante, je suis resté plongé dans mes pensées, réfléchissant à ma prochaine action, lorsqu'Xa238, un composé qu'Harold avait autrefois négligemment rejeté comme sans valeur, m'est venu à l'esprit. Cet idiot m'avait transféré tous les droits de brevet. En enfilant une paire de gants en caoutchouc épais, j'ai remarqué qu'Harold commençait à bouger. Ce que j'allais faire serait certainement beaucoup plus difficile s'il commençait à se débattre. Ainsi, je me suis exécuté avec empressement et ai appliqué consciencieusement une généreuse noisette d'adhésif sur le bout du nez plutôt proéminent d'Harold. Comme je l'ai déjà mentionné, ses dimensions sont, disons, remarquables. J'espérais que la quantité serait suffisante. Il s'avère qu'en appuyant fermement sur l'arrière de sa tête et en repoussant les limites, établir une connexion solide se révèle d'une simplicité inattendue. 10 secondes plus tard, succès, son nez était collé. Saisissant la chaise, j'ai conduit Harold jusqu'à l'accueil, le plaçant directement devant l'entrée principale, face à tous ceux qui allaient bientôt affluer. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure, il n'était que 7h30, et j'ai décidé d'aller prendre le petit déjeuner dans un café de la rue. Les pancakes sont un de mes plats préférés, et le repas s'est avéré merveilleusement indulgent. Bien que ma vie ne soit pas exactement florissante en ce moment, ce que j'avais accompli contre Harold a considérablement amélioré mon humeur. Cet acte de défi et de justice compensait d'innombrables humiliations passées, moqueries et cas de négligence. Le pauvre monsieur Dinwiddie payait non seulement pour ses méfaits, mais aussi pour un long héritage de farces cruelles et d'affronts que j'avais endurés. En revenant chez Amalgamated, je suis entré par les portes principales juste au moment où une équipe de secouristes se débattait avec un homme visiblement bouleversé dont l'anatomie s'était fixée de manière permanente à son propre visage. Pour parler franchement, un abruti complet. Il semblait que tout le personnel s'était réuni pour aider, y compris Melton lui-même. « Tom, puis-je vous parler un instant ?» demanda-t-il. « Bien sûr, monsieur Melton, » répondis-je avec un sourire rayonnant. C'était prévu. J'étais bien conscient que ce que j'avais fait ne pouvait pas rester caché, et j'étais prêt à accepter stoïquement les conséquences qui en découlaient. « Tom, commença-t-il, si je devais vous demander si vous avez connaissance de ce qui s'est passé avec monsieur Dinwiddie, inventeriez-vous une histoire ?» « Non, monsieur, répondis-je franchement. Très bien, alors. Laissez-moi réfléchir. Si je vous demandais d'élucider pourquoi Harold s'est fixé à une chaise de bureau,
quelle serait votre réponse, continua-t-il honnêtement. Monsieur Melton, honnêtement? Je ne vois pas une seule raison, admis-je. Il expira et sourit. Moi non plus, Tom. Content que nous ayons eu cette discussion, déclara-t-il en me tapant dans le dos. Intrigant, pensai-je, surpris. Je m'attendais à être licencié sur le champ. J'ai reconnu que des répercussions finiraient par survenir, mais pour l'instant, j'étais reconnaissant de ce répit. Je me suis occupé de la journée à venir, évitant de me poser des questions. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Il était déjà 14 heures. Mon rendez-vous avec l'avocate était prévu pour 3 heures. J'ai donc commencé à fermer boutique pour la journée. Avant de partir, j'ai frappé à la porte de Pénélope. Mademoiselle Hathaway, puis-je vous demander si vous êtes disponible ce soir? Oui. Mon prince charmant vient d'annuler notre rendez-vous pour ce soir, lança-t-elle sur un ton enjoué. Ou, du moins, j'espérais que c'était enjoué. Excellent. Il y a quelque chose d'important dont je dois vous parler. Cela vous dérangerait-il que je passe vers 20 heures? La rencontre avec l'avocate spécialisée dans les divorces ce jour-là n'était pas sans remords. En racontant les événements, je ne pouvais m'empêcher de souhaiter un dénouement différent. Dana, même si elle n'était pas la conjointe idéale, était ma femme, et je réalisais qu'elle allait me manquer. Mais comme le dit l'adage, les décisions ont été prises. J'ai demandé à l'avocate d'attribuer la maison et tout son contenu à Dana dans le cadre du règlement. Il était implicitement entendu qu'elle assumerait également la responsabilité de l'hypothèque et de toutes les dépenses connexes. Ce serait mon ultime legs à son intention. La femme qui m'a accueilli à la porte était une Pénélope transformée. D'habitude, je la rencontrais avec les cheveux relevés, donc les voir lâchés était un sacré changement. Mais il y avait une autre particularité. Ses yeux. Oui, c'était ça. Non, idiot. Ses yeux n'avaient pas leur obliquité habituelle. L'absence de ses lunettes était la raison. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la transformation était envoûtante. Entrez, Thomas. Voulez-vous prendre un verre, proposa-t-elle. Oui, je crois que je l'ai bien mérité après ma journée, répondis-je. Pendant qu'elle préparait les boissons, elle demanda, avez-vous entendu parler d'Harold ce matin? Feignant l'ignorance, je répondis, non. Que s'est-il passé? Il s'est avéré que le vieux Melton l'avait renvoyé à cause de photos très inconvenantes découvertes sur son ordinateur. Elle gloussa. Répondis-je nonchalamment, conservant habilement mon visage impassible. En sirotant nos boissons, je me demandais comment aborder le véritable objectif de ma visite. Une approche directe n'était pas dans ma nature, alors j'ai demandé, aimeriez-vous me rejoindre pour des sushis vendredi soir? Est-ce bien sage? Thomas, vous êtes marié, me rappela-t-elle. De plus, elle souligna que les politiques de l'entreprise interdisaient les relations entre employés. Mais mademoiselle Hathaway, expliquai-je, à compter d'aujourd'hui, ma procédure de divorce est officiellement entamée. Et en ce qui concerne cette directive de l'entreprise, vous pouvez accepter mon invitation puisque ni l'un ni l'autre ne resteront chez Amalgamatet. Mais Tom. Thomas, je suis perdu, marmonna-t-elle. Qu'est-ce qui n'est pas clair, Pénélope? Le divorce ou l'invitation à dîner, la taquinai-je. Le dîner, balbutia-t-elle, rougissant légèrement. En fait, les deux. Surtout le dîner. Elle hésita, eh bien, j'ai été contacté par une firme médicale japonaise intéressée par l'achat de mon brevet. Ils ont sollicité ma collaboration avec leur équipe et acceptent tout à fait que je vienne avec un assistant. Le restaurant de sushi est situé à Osaka. Tom, est-ce que tu me demandes de? Vraiment, je veux que tu viennes. Quand? Demain. Mais je n'ai rien de convenable à me mettre, protesta-t-elle. Eh bien, je doute qu'il te laisse monter à bord de l'avion nu, mais à vrai dire, ça ne me dérangerait pas, dis-je en souriant. Thomas, tu es incorrigible, lança Pénélope en me faisant un clin d'œil. Oui, je l'ai toujours été et le serai toujours. Mais probablement pas avant que le divorce ne soit finalisé. Ainsi, l'histoire de Thomas Peabody, le nerf, touche à sa fin. Une nouvelle phase de ma vie s'ouvre, et pour aller de l'avant, je crois que j'adopterai l'identité de Tommy San.